Bon, aujourd'hui, nous allons parler de solfège et plus spécifiquement de théorie musicale dans l'ensemble, c'est-à-dire toutes les choses dont on me dit que ce sont, à Douala, dont on me dit que ce sont des choses de blanc. Parce que c'est des choses qui sont assez intimidantes lorsqu'on n'en a pas les clés et lorsqu'on ne réalise pas que ce sont juste des langages destinés à la communication et éventuellement à l'absorption de connaissances. Donc le solfège en soi, on va dire que c'est l'ensemble de la formation musicale dispensée dans les conservatoires en Occident. Donc cette formation va comprendre la lecture des notes, je crois qu'il y a 6 ou 7 clés, elle va comprendre l'audition de ces notes-là, donc ça passe par des dictées musicales, des dictées rythmiques. Ensuite, il y a la compréhension de ce qu'on appelle l'harmonie en général, c'est-à-dire comment les voix évolue dans une progression d'accords ou dans un ensemble vocal. Ils vont étudier aussi l'interprétation pour ceux qui sont instrumentistes, d'ailleurs pour les chanteurs aussi. Ils vont étudier le contrepoint pour ceux qui se destinent à la composition. Ils vont étudier la direction d'orchestre pour ceux qui se destinent à la direction d'orchestre, etc., etc., etc. Donc c'est un ensemble de notions qui forment un socle qu'on peut appeler la théorie musicale. Ça va très très loin. C'est très très riche, c'est extrêmement intéressant, c'est très très ancien parce que ça a commencé avec un moine italien qui s'appelait, je crois, Guy d'Arezzo au XIe ou au XIIe siècle, qui a inventé en fait un système de notation afin d'aider les autres moines, déjà afin de conserver les chants grégoriens à l'époque, et d'aider les autres moines à apprendre les chants et éventuellement de communiquer de monastère à monastère les chants qui auraient été trouvés par les uns et les autres. D'ailleurs, les Italiens ont inventé plein d'autres choses. De toute façon, la musique occidentale, la plupart des termes en musique occidentale sont des termes italiens pour la raison évidente que les Italiens étaient de très 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 loin et jusqu'à une époque assez récente historiquement les plus avancés en musique en Occident, en Europe. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en particulier pour nous Africains? Je crois que la chose qui rend ça très très intimidant pour nous Africains, surtout ceux qui sont restés en Afrique et qui n'ont pas eu la chance de fréquenter une école de musique ou un conservatoire et tout ça, pour la bonne raison qu'il y en a très très peu, c'est qu'on confond la théorie musicale occidentale avec le répertoire. Je suis désolé, on n'est pas obligé de se taper ou d'aimer même, hein. Jean-Sébastien Bach, Mozart, Mendelssohn, Schumann, ou plus proche de nous, Mahler, Debussy, etc., pour assimiler la théorie musicale et arriver à un très très haut niveau de compréhension de cette théorie musicale. Et j'en veux pour preuve que, à mon sens, l'un des plus grands compositeurs contemporains du XXe siècle, c'est Frank Zappa. Et Frank Zappa, à la base, c'est un guitariste de rock et un batteur. Et il a appris le solfège en utilisant quelque chose dont on va parler tout à l'heure, qui s'appelle le solfège rythmique. C'est-à-dire qu'il avait un tel niveau en solfège rythmique, donc la capacité à noter absolument n'importe quel rythme, des décompositions, des mesures composées, etc., qu'il est arrivé à composer des œuvres, je parle d'œuvres savantes qui ont été en particulier interprétées par l'Ensemble intercontemporain de Paris, dirigé par Pierre Boulez, s'il vous plaît, ou par l'Orchestre Philharmonique de Londres, etc. Le Philharmonique de Boston aussi et de Philadelphie d'ailleurs, je crois, ont interprété des œuvres de Frank Zappa, qui par ailleurs était un guitariste de rock, qui a écrit des choses, vraiment, voilà. Et cet homme est complètement autodidacte, et je peux vous dire que ce type était absolument incapable d'écrire quoi que ce soit en contrepoint classique, et il était absolument incapable d'interpréter la moindre œuvre classique sur quel que soit l'instrument. C'était un piètre pianiste, il jouait très très bien de la guitare, mais avec un style très particulier qui n'avait rien d'académique. Et pourtant, il a réalisé, pour moi, parmi les œuvres les plus pointues et les plus extraordinaires du XXe siècle en musique savante. Donc ça veut dire que nous, Africains, nous pouvons nous approprier ces techniques sans pour autant nous taper le reste. Et c'est valable d'ailleurs pour les techniques, par exemple, d'improvisation en jazz, etc., dont nous parlerons. Parce que, à la suite de ces vidéos, j'ai décidé d'en faire un certain nombre pour titiller tous nos grands musiciens
faut qu'ils en fassent eux aussi de plus en plus, de manière à communiquer vers nos jeunes. Encore une fois, moi, je voudrais juste être capable de titiller le petit garçon, la petite fille qui se trouve en Konsamba, à San Melima, à Bobo Dioulasso ou à Divo, dans un bled perdu où il n'y a rien, et qui a accès à un instrument, et qui a accès à un smartphone, qui a accès à Internet, et qui veut apprendre. Et qui ne parle pas anglais, parce que l'essentiel du contenu intéressant, hélas, sur Internet, est en anglais. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on a parlé de l'histoire du solfège. Comment on peut distinguer les types de lecteurs? Donc, parce que bon, le solfège, ultimately, à la fin, c'est la capacité à lire et absorber de la musique. Donc, qu'est-ce qu'on peut distinguer comme type de lecteur? Pour moi, il y a 4 niveaux dans la musique occidentale. Il y a les chefs d'orchestre et les compositeurs qui sont pour moi le sommet en termes de théorie musicale, parce que c'est des gens, typiquement un chef d'orchestre philharmonique, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une partition avec 20 portées. Donc 20 portées, c'est-à-dire 20 lignes pour 20 instruments différents, sachant que bon, les instruments peuvent jouer la même chose, donc ça peut être 60 instrumentistes. Et ces gens sont véritablement capables d'entendre la musique dans leur tête, de ces 20 portées, sans l'avoir jamais écouté de leur vie. Juste à la lecture d'une partition. Ça paraît extraordinaire, mais c'est vrai. Il y a des hommes et des femmes qui sont capables de faire ça sur cette planète. Je veux dire, des gens comme Pierre Boulez, dont on parlait tantôt, comme Gustavo Dudamel, qui est un jeune chef d'orchestre vénézuélien, et j'en passe. Jean-Claude Casadesus, c'est des gens qui sont véritablement capables de faire ça. Une partition qu'ils n'ont jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, ils sont capables de la voir et d'entendre la musique dans la tête. Ces gens-là, ils sont entre eux. C'est des gens qui ont fait des études extrêmement poussées dans tous les domaines de la théorie musicale et en plus qui ont une connaissance du répertoire très très étendue. Juste en dessous de ça, il y a les musiciens de ces orchestres philharmoniques. C'est des gens, en général, qui sont... Enfin, ils lisent la musique comme si c'était des livres. C'est-à-dire que ils vont prendre... typiquement, personnellement, j'ai rencontré au moins 2 ou 3 violonistes qui étaient capables de recevoir un appel à 15 h pour jouer à 19 h dans un orchestre symphonique, une œuvre qu'ils n'ont jamais jouée. Et ces gens venaient s'asseoir et déchiffraient à vue, en temps réel. Il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas super nombreux, mais il y a des gens comme ça. Les autres musiciens d'orchestre en général, c'est des gens qui sont quand même capables de prendre à peu près n'importe quelle partition et de la solfier, c'est-à-dire de chanter les notes qu'ils voient avec le rythme approprié, etc. Donc de déchiffrer la mélodie et de la chanter. La troisième catégorie, ce sont des gens qui sont des lecteurs à vue, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément capables de solfier tout ce qu'ils rencontrent. En revanche, avec leur instrument, ils sont capables de déchiffrer à tempo à peu près voilà, des choses simples, mais bon, jusqu'à des choses assez compliquées. Voilà. C'est des lecteurs à vue. On retrouve beaucoup ça dans les studios, surtout aux États-Unis. Je pense à quelqu'un comme John Patitucci, le bassiste, qui est un lecteur, on l'appelait le killer quand il est arrivé au début des années 80 dans les studios. C'est un type qui est capable de déchiffrer, mais absolument n'importe quoi. Tommy Tedesco, le guitariste, pareil, c'est des gens, tu leur mets n'importe quoi sous le nez. Il est chez Anthony Jackson, le bassiste. Je l'ai vu en plus en live faire ça dans un concert de Tania Maria. Pourtant, la musique de Tania Maria est extrêmement dense, extrêmement complexe. Il déchiffre à vue, à tempo, un truc de malade. Bon. Ils sont entre eux. Le quatrième niveau, qui est le niveau modeste, c'est les déchiffreurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont capables, tranquillement, de prendre une partition chez eux, d'apprendre un morceau, déchiffrer péniblement, l'apprendre, etc. Donc moi, c'est ce quatrième niveau-là que je vise et que j'entends développer chez nous. Pour info, moi je suis même en dessous de ce niveau-là. Moi je me démerde, c'est-à-dire que je suis capable très péniblement de déchiffrer des choses, d'apprendre des musiques, etc. Mais je ne suis absolument pas tous les niveaux au-dessus, je les comprends sans être capable de le faire. Donc, une fois qu'on a dit tout ça,
qu'est-ce qui est intimidant dans une partition? Ben, si vous prenez une partition comme celle-là, donc ça, je ne sais pas si tout le monde voit, mais bon, bref, ça et ça, c'est l'omnibook, c'est des transcriptions de solos de Charlie Parker, le grand saxophoniste de bebop. Qu'est-ce qu'on voit sur cette partition? C'est que, en fait, en termes de notes, il y a beaucoup de notes, mais ce qui est le plus intimidant ici, c'est le rythme. Ce ne sont pas les notes, parce qu'en fait, entre la note la plus basse de cette partition et la note la plus haute, c'est-à-dire c'est un sol en dessous de la portée et un sol juste au-dessus de la portée ici, il y a à peine, si on enlève tous les dièses, les bémols, il y a à peine peut-être 19 notes à apprendre. Mais une fois qu'on les connaît, on connaît leur position, cette position ne change pas. Un Do qui se situerait ici entre la troisième et la quatrième ligne, ce Do-là, ben, c'est sa position. Voilà. S'il est Do dièse, il restera quand même à cette position de Do. D'accord? Donc, les notes en soi ne sont pas le problème. Le problème fondamental en solfège, la chose la plus intimidante, c'est l'intonation, c'est être capable de chanter ça. Alors, on oublie ça, moi je suis incapable d'enseigner ça à quiconque parce que déjà moi-même je suis absolument incapable de le faire et je ne sais même pas à quel point c'est forcément si important. En revanche, le rythme, être capable de solfier le rythme, donc savoir comment une série de doubles croches sonne, comment deux doubles croches suivies de sextolet, ça saute, etc. Rythmiquement, ça peut vous permettre de déchiffrer à peu près n'importe quoi à partir du moment où vous avez vos instruments. Pourquoi c'est important? C'est parce que toute la musique, aujourd'hui, on vit une époque mais absolument fascinante. Toute la musique qui a été écrite depuis qu'on écrit de la musique, ou d'ailleurs qui a été enregistrée depuis qu'on enregistre de la musique, est disponible sur Internet. Toutes ces partitions sont disponibles sur Internet. Et ce qui est encore de plus génial, c'est que la plupart de ces œuvres classiques ou modernes, etc., qui ont été écrites, disons, depuis avant, je sais pas, 1940 par exemple, ou 1950, c'est-à-dire il y a 70 ans, sont dans le domaine public. Ça veut dire que vous pouvez parfaitement écrire une chanson de Makossa et introduire un break directement tiré d'une symphonie de Hindemith. C'est incroyable. Mais comment vous faites ça? Il faut être capable de la déchiffrer, la fameuse symphonie. Donc, c'est juste ça le point. Voilà. Donc, pour arriver à un excellent niveau de lecture rythmique, je vous garantis, mes frères et sœurs, que ça ne demande pas beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que, d'abord, nous, Africains, le rythme nous est naturel, on a tous à peu près le sens du tempo, mais c'est surtout parce que quand on se focalise uniquement sur une seule donnée, on arrive très rapidement à avancer. Et donc, typiquement, le solfège rythmique, ça va être des livres comme ceci. Donc ça, par exemple, c'est très célèbre en France, hein, c'est le solfège rythmique de Dante Agostini, c'est le solfège des batteurs. Donc c'est quoi? Il n'y a qu'une seule note en fait. Il n'y a qu'une seule note, et ensuite à cette note, ben, on va appliquer tous les rythmes. Et l'idée, c'est de déchiffrer vraiment ces rythmes. D'accord? C'est de déchiffrer ces rythmes et d'être capable de dire, voilà, une blanche, ça fait ça, etc., etc. Bon. Ça, c'est l'équivalent américain du MIS, quoi, Musician Institute à Los Angeles. C'est pareil, il est beaucoup plus achalandé. Voilà, c'est des choses comme ça. Et donc ici, vous avez des vitesses métronomiques que vous pouvez avancer et cocher et vous avancez avec ça. Donc moi, ce livre aussi, c'est ce que j'utilise en ce moment à Douala pour enseigner le solfège rythmique à quelques personnes qui viennent apprendre chez moi gratuitement. Ce qui est fascinant, c'est que ce sont ceux qui n'ont jamais fait de musique qui avancent le plus vite. Comme quoi, c'est très étrange, mais c'est comme ça. Et donc, très rapidement, par exemple, j'ai un élève comme ça, je pense que ça doit faire 6 semaines qu'on travaille ensemble, il est déjà capable de déchiffrer des syncopes de double croche. Donc ça le met, pour ceux qui connaissent, ça le met à même aujourd'hui, avec son instrument, avec 2-3 explications, de déchiffrer pratiquement 80% de ce qui est écrit dans le readbook jazz. Après, bon, l'interprétation, c'est un autre problème. Mais il est capable de déchiffrer ces mélodies-là, donc il est capable de se les approprier. 80% de ce qui est écrit dans le readbook jazz est dans le domaine public parce que c'était des chansons de comédie musicale dans les années 10, 20, 30, 40 aux États-Unis.
Donc, on est parfaitement capable, dans un morceau de Makossa, d'intégrer 4 mesures de All the Things You Are ou de Invitation. Personne ne va vous faire un procès. C'est dans le domaine public. C'est quand même hyper génial, je trouve. Et autre chose, c'est que vous vous apercevrez, si vous vous intéressez un peu plus à ce sujet-là, moi je vous encourage, vraiment c'est des pistes que je donne, je vous encourage à aller chercher sur Internet des informations. Sur Wikipédia, il y a toute l'histoire du solfège, mais si vous tapez solfège sur Google, vous allez avoir une multitude d'informations, absorber le maximum que vous avez. Et focalisez-vous surtout sur la partie rythmique si vous voulez apprendre le solfège. Si vous avez besoin de choses, de conseils, j'ai à peu près, enfin, j'ai toutes ces méthodes parce que j'ai un drive Google sur lequel il y a à peu près 40 gigas de méthodes pour tous les instruments, composition, etc., etc. Solfège aussi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'écrivez un inbox et moi je me ferai un plaisir de partager ce drive avec vous et éventuellement de vous donner l'information. Alors, le solfège rythmique quand même, donc solfège des batteurs. Il faut savoir quand même que un batteur comme Bill Bruford, qui est un très très grand batteur anglais, c'est quelqu'un qui a écrit des musiques extraordinaires, extraordinaires. Vinny Colaiuta, pareil, c'est un lecteur mais prodigieux. Steve Gadd, Dave Weckl. Il y a un percussionniste dans le monde du classique, les meilleurs en solfège très très souvent, c'est les organistes, bon les pianistes aussi, mais les organistes et les percussionnistes. Pourquoi? Parce qu'un percussionniste dans un orchestre philharmonique, c'est quelqu'un qui doit pratiquer une quinzaine, une vingtaine d'instruments différents, qui ont des notations complètement différentes. Déjà, en général, c'est des gens qui doivent pratiquer des instruments à clavier parce qu'ils ont des instruments à clavier dans leur arsenal, mais il doit aussi être capable de lire absolument n'importe quel rythme, d'être capable d'attendre 80 mesures pour placer une noire juste au bon moment. Donc, c'est des gens qui ont un niveau de solfège démentiel. Et ces gens-là forment souvent des compositeurs incroyables. Moi, l'un des derniers concerts que j'ai vus en France, c'était des œuvres de Dominique Probst, qui est en fait le frère de Jean-Claude Casadecius, parce qu'ils ont la même mère, Gisèle Casadecius, je crois, et qui est un percussionniste, l'un des meilleurs percussionnistes au monde d'ailleurs, voilà, d'orchestre. Je vous encourage aussi à regarder un livre extraordinaire qui a été écrit par Hindemith, Arthur, je crois, Arthur Hindemith, très grand compositeur européen qui allait s'installer je crois qu'il est allemand, bon, qui allait s'installer aux États-Unis, qui a enseigné là-bas, qui a écrit des livres, un peu comme Schoenberg, il allait s'installer là-bas, qui a enseigné et a écrit des livres. Et il a écrit un livre qui s'appelle Pratique élémentaire de la musique, où il insiste de façon très très importante sur le solfège rythmique. Je pense que c'est même le premier à avoir vraiment mis l'accent là-dessus. Le livre est en PDF, il est disponible d'ailleurs sur mon drive, mais sinon il est sur Internet, Pratique élémentaire de la musique. On a parlé du solfège rythmique d'Agostini. Alors, il y a une chose qui est absolument capitale lorsqu'on travaille le solfège rythmique, c'est le métronome. Donc moi je vous encourage, si vous avez un téléphone, téléchargez-vous une application métronome et vous commencez très lentement. Vous pouvez même commencer, en plus les applications métronomes sur les smartphones, on peut descendre très très bas. C'est-à-dire qu'on peut être à 25 à la noire, 30 à la noire, alors qu'avant, les métronomes mécaniques, on descendait jamais en dessous du 40 à la noire. Donc on peut descendre très très bas et donc commencer très lentement. Et comme ça, vous vous appropriez les rythmes et puis petit à petit vous accélérez. Si vous voulez travailler votre oreille, parce que c'est quand même l'autre aspect de la théorie musicale, il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez télécharger, il y a des applications Ear Training gratuites sur Play Store, si vous avez des Android, et qui sont des applications où vous pouvez, donc vous répondez à des questions, vous identifiez des intervalles, des accords, des gammes, etc. Et ça vous fait travailler votre oreille petit à petit, et ça, vous n'avez même pas besoin d'être musicien pour le faire. Hein. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas besoin de jouer de l'instrument pour le faire, parce que même les chanteurs ont besoin de ça. Un chanteur qui a une très bonne oreille, là, je connais quelqu'un ici par exemple qui a une oreille absolument incroyable, c'est Gaëlle Wingé, une chanteuse qui n'est pas du tout instrumentiste, mais je me rappelle un concert où je lui ai à peu près fait tous les renversements possibles d'accords altérés et elle me chantait exactement la note juste dessus. Donc il n'est pas besoin forcément d'être instrumentiste pour développer son oreille. Ça c'est le point.
Et l'autre point, pour ceux qui sont instrumentistes, et en particulier ceux qui ne sont pas des vents, je vous encourage fortement à chanter tout ce que vous jouez. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de jouer sur vos instruments, chantez. La moindre note que vous jouez, chantez-la avec votre voix. Et vous allez voir, ça va aussi fortement développer votre oreille. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le solfège. Rapidement comme ça, parce que je ne veux pas non plus que ces vidéos deviennent des films fleuves. De toute façon, moi je suis disponible, j'ai envie d'aider, donc tous les jeunes qui veulent me contacter le peuvent, qui veulent me poser des questions le peuvent, d'ailleurs ça se fait déjà, et je me ferai une joie de vous répondre. Allez, à bientôt.